René Vauthier, certains le connaissent, peut-être certains jeunes ici ou quelques personnes ne le connaissent pas. René est d'origine bretonne. Très vite, il s'engage à 16 ans. Il obtient déjà la Croix de guerre dans un maquis au Finistère. Il fait l'IDEC et est classé premier. Il est arrêté. Il a pas mal d'aventures d'arrestation, hein, René. Je ne vais pas toutes les raconter là. Hein. Une ou deux. Hein. Il est arrêté lors du tournage de La Grande Lutte des mineurs en 1948. Il fait 1 an de prison, je pense, hein, pour Afrique 50, en 1950. Il travaille également, il est très proche des Algériens. Il fait plusieurs films en Algérie. D'ailleurs, les cinéastes algériens ont un énorme respect et une très grande amitié pour lui. Vous verrez à 20h un film qui s'appelle L'Homme de la paix et qui est un film tourné par plusieurs Algériens, René, quelques Algériens. Une petite équipe sur toi, hein, sur toi, oui. Il fait un film que beaucoup d'entre nous, qui est probablement son film le plus connu, qui s'appelle Avoir 20 ans dans les Aurès, qui est un film sur un contingent breton en Algérie. Et il vous parlera de lui et de ses expériences auprès toujours des minorités. René s'est battu toute sa vie, continue, et non pas sans embûches. J'avais 16 ans, 17 ans quand je suis 16 ans quand j'étais au maquis, et un jour j'ai lu à des copains, je leur lisais des poèmes, hein, entre autres choses. Je m'occupais du secteur poème et du secteur grenade, et j'essayais de trouver des poèmes explosifs. Et puis un jour, comme on recevait des trucs de lettres françaises clandestines, j'étais un petit aboutissement tout à fait au bout de la Bretagne, là-bas, en bout de course, je recevais donc des choses qui arrivaient comme ça, non, un petit peu clandestinement. Et comme c'était pas très régulier, j'avais complété en faisant des recherches. Comme c'était dans un petit groupe de maquis, je leur avais lu. Ce qui était en rien révolutionnaire, on était pratiquement tous partis au maquis ensemble, on était éclaireurs de France. On avait donc entre moi 15 ans, 16 ans, et les copains les plus âgés, 20 ans. Et je leur ai lu du Claudel. C'était qu'ils sont beaux les morts de 20 ans, mourir à 20 ans est une chose si simple qu'on en garde un sourire ébloui. Et puis on a eu des copains qui sont morts avec des accrochages, et surtout les copains qui avaient 20 ans et qui étaient morts, il n'y avait pas un seul qui avait un sourire ébloui. Et on s'est posé la question, est-ce que ce qu'on fait, c'est pas en fonction de gens qui tiennent à ce qu'on le fasse et qui nous bourrent le mou pour qu'on le fasse? Et je suis devenu à l'époque, comme pas mal de copains, antimilitariste quand on m'a donné la Croix de guerre d'ailleurs. Et la première façon de manifester, c'est que quand on m'a piqué la Croix de guerre, j'ai fait comme si on me l'avait piqué carrément dans la poitrine, et tout le monde était au garde à vous, j'ai crié aïe, aïe, ça a très mal tourné. Mais c'était la première manifestation d'une décision qui avait été prise par nous d'essayer de définir exactement pourquoi on s'était battu, et d'essayer de vivre comme pour les mêmes raisons que les raisons qui avaient été celles des copains qui étaient morts avant, qui s'étaient battus et qui étaient morts. Bon, et puis on m'a dit, après ce truc de Claudel, c'était devenu la plaisanterie, des mots, René, toujours des mots, alors on va te condamner à faire des images. Et puis la définition, quand on m'a envoyé passer le concours d'entrée à l'IDEC, je n'aimais pas du tout le cinéma. Mais c'était un petit peu comme ça, sur ordre. Et c'était, il y a des tas de gens qui peuvent pas ouvrir leur gueule. Il y a d'autres qui parlent à leur place.
Alors, essaie, toi, de donner des images et des sons aux gens à qui, en général, on les refuse. Et puis, ça a commencé par, très rapidement, par la première, quand j'étais encore à l'IDEC, il y avait les premières manifestations des étudiants anticolonialistes et j'ai demandé à faire un film là-dessus, un film de promotion. Alors on m'a dit, ah ben voilà, il faut demander une autorisation, l'IDEC va demander une autorisation pour toi, à qui on donne une autorisation, à la préfecture de police, et la préfecture de police donnait des brassards à l'époque, pour les gens qui étaient autorisés à filmer. Et puis on se retrouvait avec le brassard au milieu des flics, et on entendait les flics dire, cette fameuse police française dont on disait à l'époque qu'elle avait libéré Paris, et dont on ne disait pas qu'elles étaient surtout rendues célèbres en ramassant les Juifs pour les mettre à Drancy. Et donc, j'étais au milieu de ces gars et j'entendais les réflexions à l'intérieur des policiers qui disaient ah, laisse le petit black qui est en face, là tu vas voir tout à l'heure quand on va charger, laisse-le moi, celui-là je vais l'arranger. Le petit Viet qui est à côté, on ne disait pas vietnamien encore à l'époque, j'ai oublié comment il disait, et chacun se désignait les futures victimes parmi les flics, et j'ai enlevé le brassard. Et puis, je leur ai balancé dans la figure le résultat, et puis je suis passé en face. Le résultat, c'est que dans la charge, j'étais devenu une des victimes désignées, et la caméra, surtout, était aussi une victime, parce que la caméra était passée en face. Et je crois que c'était... ensuite, je me suis engueulé en rentrant à l'IDEC parce qu'on m'a dit le but, c'est pas de casser les caméras quand tu tournes, il faut avoir de la diplomatie, de l'hypocrisie. La preuve, tu n'as pas fait de film. Et là, à quoi ça a servi? Et effectivement, j'ai essayé de faire des films en permettant aux gens de s'exprimer et de les mener jusqu'au bout. Mais la particularité à laquelle je tiens peut-être aussi, c'est que j'ai fait peut-être, je sais pas, dans les courts-métrages, dans le cinéma militant et dans le cinéma moins militant qu'on a produit, les longs-métrages, les films de fiction, je n'ai jamais eu un producteur. Et je trouvais ça assez logique, parce que les producteurs sont en général les gens qui ont de l'argent, et moi je tenais à donner la parole à ceux qui n'en avaient pas. Donc c'était logique qu'on ne me donne pas les moyens de travailler avec eux. Et il y a eu beaucoup de choses. En même temps, j'ai rencontré chez ceux à qui on refusait la parole beaucoup d'amitié, au point qu'il y a un monsieur qui me filme là maintenant et qui est un de mes anciens élèves du centre audiovisuel d'Alger. Et salut Nasser. Et voilà, je pense que c'est bien aussi qu'il soit là avec sa caméra pour savoir ce qu'on dit en France derrière les tables, dans des débats de ce genre, et le transmettre. Quand Romain dit on a tous, d'abord il y avait une chose, c'était l'anticommunisme, et moi j'ai jamais senti ça comme ça, et je suis toujours communiste. Quand on me demande pourquoi, je dis parce que je pense qu'il y a une analyse qui correspond à ce que je pense. Il y a des façons d'appliquer cette analyse au sein du parti qui sont peut-être pas celles que je rêve, celles pour lesquelles je me bats, mais je réponds sur ce plan, je suis communiste parce que je vis en communiste et qu'on m'a jamais exclu du Parti communiste. C'est tout, ça ne veut pas dire que j'ai pas de conflit. Il est vrai aussi que j'étais pas en France en 68 et que je défendais en tant qu'exclu ou devant des gens qui essayaient de m'exclure, là aussi ça va faire sourire notre ami Guénifi, je défendais des positions de gauche et je les défendais en tant que communiste, ayant travaillé aux côtés des Algériens pendant la guerre d'Algérie, m'étant retrouvé dans une prison algérienne parce que les Algériens ne pouvaient pas reconnaître que le premier film et le seul
qui avait été fait pendant la guerre d'Algérie sur les buts de la lutte du peuple algérien avait été fait par un Français communiste. Donc, s'il voulait utiliser le film, il n'y avait qu'une solution, c'était l'exclusion, c'était de foutre le gars en tôle. C'était encore la solution la plus, la moins radicale, disons. Et puis ensuite, quand je suis sorti de prison, j'étais quand même le monsieur qui avait travaillé avec eux, et je pouvais librement exprimer mes idées à un moment où, en Algérie, c'était pas très bien vu d'être communiste. Alors à ce moment-là, ça m'a renforcé dans l'idée d'affirmer que j'étais communiste. Bon, mais je crois aussi que sur le plan des cinéastes, on ne s'est pas posé beaucoup de questions. On a parlé des exclus. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, les exclus, c'était les gens qui réclamaient leur indépendance et à qui on la refusait. C'était la guerre d'Algérie, c'était... Est-ce que le cinéma français, pendant la guerre d'Algérie, alors qu'il y a beaucoup de cinéastes français qui ont signé des papiers pour la fin de la guerre d'Algérie, est-ce qu'un seul a essayé de faire un film pour dire les Algériens ont le droit d'être indépendants? Est-ce que ce film serait sorti? Non, je ne sais pas ce qui serait sorti. Les seuls qui ont essayé de le faire, mais c'est tragique, le seul qui a essayé de faire un film sur l'objection de conscience, c'est le gars qui a été ensuite le plus attaqué par la nouvelle vague, et c'est Claude Dorlara, qui a tourné avec Laurent Terzieff un film qui s'appelait au départ L'objecteur de conscience, l'objecteur, et qui ensuite s'est appelé Tu ne tueras point. Bon, mais il n'y a pas eu un seul autre à la reine. Alors il y a un article qu'on n'a pas suffisamment utilisé, je crois, qui consistait à dire, les gens disaient tous, on prépare un film, tous les grands réalisateurs français interviewés dans le Nouvel Observateur en 1960 disaient, on prépare un film. Bien sûr, on va le tourner, ça allait depuis Alain Resnais jusqu'au très jeune De Broca à l'époque, jusqu'à qui avait fait son service militaire en Algérie, en filmant et en disant, au départ, je filmais ce que je voyais, après, je filmais plus les exactions commises par l'armée française, parce que on me disait, mais à quoi ça sert? On ne les utilisera pas dans les documents qu'on diffuse, alors à quoi ça sert? Et à partir de ce moment-là, effectivement, j'ai cessé d'en faire. Bon, et je n'ai montré que les exactions commises par en face, c'est-à-dire par les terroristes. J'emploie à dessein aujourd'hui le terme de terroriste, parce qu'un premier ministre qui vient de l'employer, et je pense qu'il l'a employé d'une manière très péjorative, et ça se discute. Bon, mais à l'époque, donc, le problème était que quand on tourne aux côtés de gens qui sont des exclus, on devient automatiquement un exclu. Pendant que j'étais en tôle, il y a des copains, genre du maître, des copains qui avaient travaillé avec moi auparavant, qui ont essayé de savoir comment j'étais mort, parce que c'était ça le truc. Mais il n'y a pas eu de réaction officielle du tout pour rechercher ce Gautier disparu. Je crois que je n'étais plus, aux yeux du cinéma français, j'étais plus du tout un cinéaste français. Et alors le problème, c'est comment donner la parole aux gens. Et donner la parole, c'est effectivement la solution à l'époque. C'était de leur dire, voilà comment on se sert d'une caméra, et voilà comment on lutte contre la censure, parce que vous aurez des problèmes aussi si vous voulez dire la vérité sur votre pays. Et je le dis là encore, ça me fait très plaisir que Nasser soit là, parce que quand on a commencé à construire le centre audiovisuel à Alger, où on formait, parce que c'était ma conception du cinéma, c'était de dire, ras-le-bol que je parle à leur place, que je leur donne la parole, mais c'est quand même moi qui tiens la caméra, c'est quand même moi qui fais le montage, c'est quand même moi qui parle. Je l'avais fait avec les Africains, ça avait fait le premier film anticolonialiste français, mais ça m'avait valu 13 inculpations et 1 an de prison quand je l'ai fait. Bon, et ensuite, ça a donné envie aussi à des copains africains de prendre la caméra et de tourner, en disant on peut aussi dire des choses de genre. La caméra, c'est pas obligatoirement l'arme du colonisateur, ça peut devenir la nôtre. Et là, j'avais sur ce plan-là, pour moi, j'avais gagné. J'avais bonne conscience.
Et puis après, avec les Algériens, il fallait non seulement se battre pour qu'ils apprennent à se servir d'une caméra, mais aussi refuser chez eux la censure. Et ça, c'est difficile quand on est un monsieur d'un pays qui était le pays colonisateur. De dire aux gars, attention, vous n'acceptez pas la censure. Et j'ai essayé de les former dans ce sens-là, mais pas du tout de faire du cinéma à leur place. Jamais formé en 130 ans, on n'avait jamais formé un cinéaste algérien dans une école française. Jusqu'à ce que maintenant on peut. Ils ont eu leur école, on a formé des gens là-bas. On a tourné aussi des films avec des gens pour les former sur le tas. Et il y avait une histoire que moi je trouvais très belle un jour, et très favorisant la compréhension par-dessus la Méditerranée. C'est des gens dans le Maghreb, des femmes qui, à un moment donné, sachant que le pays devenait indépendant, il y a les bateaux qui étaient nécessaires, des petits chalutiers, qui étaient nécessaires pour que leur mari puisse continuer à être marin dans le village, dans le petit port où ils vivaient. Les gars voulaient aller vendre les bateaux ils n'avaient pas confiance, ils voulaient aller vendre des bateaux en Italie ou en France parce qu'ils étaient français ou italiens, les propriétaires des bateaux. Et les femmes faisaient la quête de tous les bijoux du village pour aller déposer ça en banque, pour que la banque leur prête de l'argent pour qu'elles achètent le bateau sur lequel leur mari allait pouvoir travailler. Et en France, on a essayé aussi de tourner avec le monde ouvrier sur les problèmes vécus par le monde ouvrier. Et là, je me tourne encore vers Romain, en fonction de ce qu'il a dit tout à l'heure, quand je n'ai pas non plus à choisir leur chemin politique ou leur chemin de syndicalisation aux gens qui se battent, j'ai à dire, votre lutte, il faut que les gens la voient. Il faut que, et c'était le thème du premier film que j'avais fait en contact avec le monde ouvrier, qui était le mien. Mon père était ouvrier d'usine, ma mère était institutrice. J'ai jamais dit, je franchis une barrière et je quitte un truc pour passer en face. Le problème, c'était de rester avec mes racines et de dire aux gens, maintenant, je ne peux pas faire des images sans vous. Et vous avez besoin des images que je peux faire avec vous. Et là, effectivement, tu tombes sur des gens qui, en période de lutte, il est rare que tu ailles à l'encontre des syndicats. À l'encontre, parce que les syndicats, c'est quand même des gens qui... bon, tu peux aller, tu peux donner la parole aux gens qui contestent les syndicats, mais dans leur lutte. Et c'est en ce sens que je pense ne pas avoir trahi dans les films que j'ai faits. Mais là aussi, on devient automatiquement un exclu. Même quand le film, quand tu disais Valérie, va au Festival de Cannes, c'est un film qui a été produit par 15 000 ouvriers qui ont payé leur place d'avance pour qu'un film se fasse sur une lutte avec occupation d'usine. Le film a été à Cannes, mais ensuite, il a disparu de la circulation. Et ce n'est pas le cinéma français qui m'a aidé à récupérer le film, qui a aidé les ouvriers à récupérer le film. Il a été acheté par un groupe qui s'est créé en France et qui était l'émanation de la famille Sérac. C'est-à-dire que l'exclusion, ça frappe aussi les cinéastes. Parce que cette société show-off, qui a acheté tous les films, à la fois Avoir 20 ans dans les Aurès, La folle de Toujane, Quand tu disais Valérie, Quand les femmes ont pris la colère, qui achetait des films algériens pour ne pas les diffuser. Parce que là aussi, les gens qu'on a formés se sont mis à faire des films. Et je crois qu'il y a une action sur le plan cinéma qui n'est pas seulement celle des cinéastes, mais aussi celle du public qui doit se battre pour pouvoir écouter les voix qui viennent d'ailleurs. Et là, je terminerai simplement, toujours pour rester sur le plan des exclus, Avoir 20 ans dans les Aurès, qu'on avait fait donc un petit peu aussi en coopérative, a été primé à Cannes et a été sélectionné. J'ai retrouvé dernièrement une magnifique lettre m'invitant à venir présenter le film à New York. Et
Et ben, je suis resté en France parce qu'à l'époque, on m'a refusé le visa pour aller à New York pour communiste et en contact avec des mouvements révolutionnaires. Voilà. Donc, je n'ai pas eu de visa et je suis resté ici. Merci, merci. Très content d'y accueillir. Je n'ai pas de sentiment d'échec, ce qui peut, je ne présuppose pas qu'il aura, lui, un sentiment d'échec. Je n'ai pas de sentiment d'échec parce que, en fait, j'ai pas cessé de me battre, quoi. Et quand tu continues à te battre, t'as pas... Mais maintenant, je m'aperçois, tu vois, on a lancé un truc qui s'appelle le film d'intervention sociale. Le film d'intervention sociale, c'était la définition, c'était refléter une réalité en images pour pouvoir influer sur le développement de cette réalité. On tournait une grève, c'était pas pour montrer une grève, c'était pour que les gars puissent mieux se battre avec des images, faire connaître les raisons pour lesquelles ils se battaient, et maintenant, je m'aperçois que ce que j'ai fait sur le plan des reflets des guerres, sur le plan maintenant, c'est pratiquement sur la guerre d'Algérie, les seuls documents qui existent et qu'on peut utiliser, non pas la guerre vue du côté français, parce que là, il y avait effectivement des tas de caméras du service cinéma des armées un petit peu partout, mais les raisons et la façon dont les Algériens se battaient en face. Les seules images pour écrire l'histoire aujourd'hui, c'est celles que j'ai pu faire à ce moment-là. Pratiquement, il n'y en a pas eu d'autres. Et dans les trucs de la cinémathèque algérienne, ils savent que c'est seulement ces images-là. Bon, sur le plan des luttes pour... il y a une masse de documents qui existent, qui ont été tournés pour une utilisation immédiate et qui sont les seuls aujourd'hui qui permettent de montrer l'attitude du patronat dans l'organisation du chômage en France, et la responsabilité du patronat. Pourquoi on ne les voit pas? C'est ça, et c'est là qu'il faut effectivement se battre. Aujourd'hui, c'est montrer qu'il y a eu une organisation d'une crise sociale qui a duré, qui dure toujours, une organisation par des gens qui voulaient simplement que le travail des autres serve à leur procurer plus de fric. Bon, je crois qu'il est utile aujourd'hui de pouvoir voir ça. Tu as parlé tout à l'heure du cinéma militant, c'est un terme que je n'approuve pas. Moi, je pense que c'est du truc d'intervention sociale. Aujourd'hui, en France, et là je me tourne vers les gens qui vont encore produire beaucoup de films, j'espère, qui vont encore participer à beaucoup de films. Quand je dis produire, c'est pas réaliser, c'est voilà. C'est est-ce qu'aujourd'hui les gens savent qu'il y avait jadis une censure. Et j'ai été amené à faire la grève de la faim pendant 31 jours pour que la censure en France n'ait plus le droit de censurer pour des raisons politiques, mais seulement pour des trucs qui seraient, ils ont dit, bon ben alors, plus politique, d'accord, mais pornographie, violence, ils se sont démerdés comme ils ont pu. Moi, sur ce plan, j'avais gagné le combat que je menais. Et puis, je m'aperçois que maintenant, l'année dernière, il y a 2 ans, il n'y a pas de films en France qui se sont faits, des films commerciaux, qui se sont faits sans une garantie d'achat d'une chaîne de télévision au départ. Parce que les producteurs exigent que... Et là, tu ne peux rien sur le plan de la censure. Tu ne peux pas le faire, parce qu'il y a 6 personnes qui décident aujourd'hui de tous les films qui se feront en France. Ce sont les 6 responsables des chaînes de télévision. Et tu ne peux rien dire. Ils peuvent simplement dire « ça ne me plaît pas ce que fait ce monsieur, donc il ne fera pas son film » par un lieutenant qui s'appelait le lieutenant Le Pen. Et on a interdit la diffusion de ça en France, parce qu'en France, on n'a pas le droit de parler, c'est pas une décision de censure, c'est la justice qui dit qu'il y a une loi d'amnistie qui a été adoptée au moment d'Évian et on n'a pas le droit de dire ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie. Ce qui fait que des tortionnaires peuvent effectivement se présenter à la présidence de la République. Or, aujourd'hui, maintenant, depuis 2 mois, 3 mois, il y a un historien qui a traité Le Pen de tortionnaire, il s'appelle Vidal-Naquet. Le Pen a porté plainte et Le Pen a été débouté. On a dit, mais bien sûr que vous avez été un tortionnaire, s'il le dit, l'historien, c'est qu'il a ses raisons, et il faut qu'il puisse le prouver, mais c'est vrai, il peut le prouver. Il y a des documents qui le prouvent, il y a des témoignages qui le prouvent. Et à ce moment-là, Canal+,
passe des extraits de trucs en disant Le Pen était, on a dit qu'on avait le droit de dire qu'il était tortionnaire, qu'il était... Voilà les témoignages des gens. Et il y avait simplement en bas, je me demande pourquoi on n'est pas connu, on n'est pas... Bon, il y avait simplement en bas, image archive Vautier. Bon, c'est utile.